Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de révision du bac d'histoire. Nous allons évoquer ensemble aujourd'hui les échelles de gouvernement dans le monde et plus précisément l'échelle mondiale puisqu'on va parler de la gouvernance économique mondiale. Alors depuis 1944 pour les ES et les L, donc depuis les accords de Bretton Woods, mais aussi depuis 1975, ça c'est pour les S. Comme d'habitude, les S, je vous ferai un petit signe quand vous pouvez vous rendormir, un petit signe quand vous pouvez revenir dans le sujet. Mais dans tous les cas, tout ça sera utile parce que ça permet évidemment de comprendre le sujet dans sa globalité. Donc, avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vous fais un petit sommaire rapide. Alors, la gouvernance économique mondiale depuis 1944. Évidemment, on va commencer par aborder l'essentiel du sujet, c'est-à-dire la problématique centrale. Au-delà de cette problématique centrale, on va se pencher un peu sur les termes qui sont vraiment importants en gouvernance. Qu'est-ce qu'une gouvernance économique, surtout au niveau mondial? Ensuite, je vais dérouler le fil chronologique depuis 1944 en faisant une étape évidemment en 75 jusqu'à nos jours afin que vous voyez quelles ont été les différentes évolutions, les différents processus, les différentes ruptures qui ont marqué l'histoire de l'humanité et notamment l'histoire des pays industrialisés. Enfin, comme d'habitude, les erreurs à éviter, des petits conseils pour s'améliorer, une petite info en plus avec peut-être une accroche, peut-être une ouverture pour améliorer vos copies et les chances de voir ce sujet tomber au baccalauréat. On rentre dans le vif du sujet avec l'essentiel sur la gouvernance économique mondiale. La problématique centrale ici, c'est comment finalement les échelles de gouvernement du monde se sont-elles diversifiées depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a dépassé l'échelle de l'État, on a vu qu'il y avait des gouvernements qui se jouaient à l'échelle du continent, ça c'était la communauté puis l'Union européenne. Maintenant on va parler de gouvernance mondiale évidemment, qui est marquée par une question centrale, une question essentielle. En quoi finalement la gouvernance mondiale, d'un point de vue économique, a-t-elle progressé? Est-ce qu'il y a eu des limites? Est-ce que véritablement on a atteint les objectifs qui avaient pu être tracés dès 1941 par Winston Churchill et Franklin Roosevelt sur l'Atlantique, ça c'est pour ceux qui ont vu les autres vidéos. Et en fait, il y a cette volonté de gouvernance mondiale, mais une interrogation qui la sous-tend, est-ce que cette gouvernance mondiale est véritablement une gouvernance? Qu'est-ce qu'on entend par ça? La gouvernance, c'est l'action de gouverner. Vous voyez que je passe au terme essentiel du sujet. En fait, la gouvernance, c'est à la fois des outils, comme par exemple les institutions, qui là sont au niveau mondial, qui vont permettre de gouverner l'ensemble, alors pas forcément de la planète, mais l'ensemble des pays qui s'intègrent dans ces institutions. Quand on parle de gouvernance économique, il y a différentes manières de mettre ça en place. C'est-à-dire que vous allez avoir des outils monétaires, avec le fameux, alors ça on va en parler, mais le système de change qui permet de passer d'une monnaie à l'autre. Vous avez aussi des outils financiers et vous avez aussi des outils commerciaux. On pense par exemple aux taxes qui peuvent être imposées ou enlevées par certains pays, aux droits de douane qui peuvent être mis en place ou enlevés. On pense aux communautés économiques spécifiques qui s'intègrent dans cette gouvernance mondiale. Donc en fait, la gouvernance économique mondiale, c'est évidemment des institutions qui vont être mises en place de façon supranationale, donc qui vont dépasser les pays, mais ça résulte aussi et surtout d'accords passés entre les différentes États-nations. Alors, pour bien comprendre ça, on rentre dans le vif du sujet, encore une fois, avec les enjeux du chapitre et les grandes périodes, et notamment la première grande période qui va jusqu'en 1971, c'est la recherche d'une organisation économique mondiale. Parce qu'au départ, une organisation économique mondiale, ça ne va pas de soi, ça ne tombe pas sous le sens, notamment parce que à partir des années 1945, on est vraiment au cœur de la guerre froide. Alors, 1944, date essentielle, date importante puisque c'est celle des accords de Bretton Woods. Ces accords, ils sont signés par 44 pays. À Bretton Woods, il y a une opposition entre deux visions du monde. Vous avez d'un côté un économiste américain, Harry Dexter White, qui lui veut un système monétaire centré autour du dollar parce qu'il sait que les États-Unis, vainqueurs de la guerre, sont dans une situation industrielle, financière, monétaire extrêmement puissante. Et puis de l'autre, vous avez un grand économiste, John Keynes, qui propose lui de s'appuyer sur une réserve d'or mondiale qui s'appellerait le Bancor. Dans les faits, et étant donné le contexte des relations internationales de l'époque, c'est la vision de White qui l'emporte. Le dollar joue à partir de 1944 un rôle fondamental puisque seul le dollar peut être converti en or. C'est donc la monnaie de référence du système mondial. Pour permettre ce nouveau système mondial, le système organisé autour de Bretton Woods, on va créer, et ça vous l'aviez compris pendant les définitions tout à l'heure, on va créer des outils.
Le premier, c'est le Fonds monétaire international. Ce fonds monétaire, il est censé permettre la stabilité des monnaies. En plus de ça, pour reconstruire après la guerre, on va créer la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Cette banque internationale, en fait, elle sera plus tard intégrée dans ce qui s'appellera la Banque mondiale. Évidemment, dans le même temps, on est dans un monde bipolaire. Les communistes, enfin les soviétiques mettent en place en 1949 une sorte de contre-modèle, le Conseil d'aide économique mutuelle, la CAEM, qui est, elle, sous l'égide de l'URSS. Mais là, nous, on va se concentrer aux institutions qui concernent finalement l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Il va donc y avoir dans cette logique-là, puisque c'est un souhait depuis longtemps de la part des États-Unis d'avoir une gouvernance économique mondiale qui permet la stabilité et en fait, cette stabilité, elle est perçue uniquement et avant tout dans le cadre du libre-échange. Et donc, il va y avoir une libéralisation des échanges qui, dans la logique libérale des États-Unis, doit permettre le développement économique mondial. Ça passe en 1947, là encore, année importante, c'est aussi l'année du plan Marshall, par la mise en place du General Agreement on Tariff and Trade, donc ce qu'on va appeler le GATT, pour que ça aille plus vite, qui est créé à Genève par 23 pays, mais qui représente 80% du commerce mondial. Et en fait, à partir de 1947, on va, dans le cadre du GATT, organiser des abaissements généralisés des tarifs douaniers. Il y en a un premier en 47, il y en a un autre, donc c'est ce qu'on appelle des rounds en fait, de négociation. Il y en a un autre en 60-62, encore un autre en 64-67, là on est dans les périodes des Trente Glorieuses où l'économie va bien. Et puis après, en revanche, comme il y a le fameux choc pétrolier 73, il va y avoir celui qu'on a appelé le Tokyo Round, comme son nom l'indique, il avait lieu à Tokyo, qui va avoir lieu à partir de 1973, qui va être en fait mis en place dans le but de lutter contre le protectionnisme entraîné par la crise. Parce que là, on est dans une logique où on veut justement, par l'abaissement des tarifs douaniers, permettre les échanges internationaux. Donc là, c'est évidemment encore un début de gouvernance mondiale fortement marqué par la domination américaine. À partir de 1971, il va y avoir un nouveau système où on va avoir un léger retrait américain qui va prendre son essor en 71 et finalement la fin du monde bipolaire qui va avoir le développement d'une véritable gouvernance mondiale finalement. Alors, il faut comprendre que dans les années 60, les États-Unis, ils ont des difficultés. Déjà, ils ont un déficit de plus en plus important. Ils sont en concurrence accrue avec l'Europe et le Japon, qu'ils ont reconstruit avec les plans Marshall et Dodge. Puis en plus de ça, à cause des différents conflits dans lesquels ils ont des dépenses militaires extrêmement élevées. Du coup, de manière unilatérale, ils vont supprimer le système de Bretton Woods en 1971. Au départ, en fait, ils le font tout seuls, ils suppriment le système de change, mais ça va donner lieu aux accords de la Jamaïque, les accords de Kingston en 1976, qui pour le coup là sont internationaux, et en fait le cours des monnaies va devenir fluctuant. Le cours des monnaies change entre les différentes monnaies. Et donc en fait, le FMI qui avait pour but de garder la stabilité des monnaies n'a plus véritablement d'utilité à ce moment-là, et son rôle va changer à ce moment-là, et il va devenir en fait une institution qui doit prêter de l'argent aux États trop endettés et les empêcher de faire faillite. C'est ce qui va se passer dès 1982. Le Mexique est dans une crise économique extrêmement forte, et le FMI va sauver le Mexique de la faillite, mais ça va se faire, et ça va devenir une habitude, au prix d'ajustement structurel de l'économie mexicaine, avec notamment une forte libéralisation de l'économie et un retrait de l'État afin de réduire les dépenses. Donc on voit bien que là, l'ordre économique mondial qui avait été mis en place, qui était quand même très tourné autour des États-Unis, commence à évoluer, commence à changer. Il y a un relatif retrait des Américains qui va de pair avec une victoire du libéralisme, parce que finalement, en 1973, on le sait, il y a un choc pétrolier, qui est notamment lié à des événements géopolitiques. Il y en a un autre en 1979, après la révolution iranienne. Et donc, en fait, durant cette période-là, il y a une théorie qui va se développer de plus en plus, qui existait déjà, qui est le néolibéralisme. Pour le néolibéralisme, en fait, la crise économique, elle est renforcée par le rôle joué par les États. En fait, l'intervention de l'État, pour les néolibéraux, est une des raisons des crises qui marquent l'économie mondiale à cette époque. Et donc, il y a une volonté qui est mise en place par certains chefs d'État et par certaines économies, qui est en fait une politique à la fois de rigueur, donc avec peu d'intervention de l'État, et de développement des échanges au niveau international, en pensant que les marchés vont s'autoréguler, pas sans, mais avec très peu d'intervention de l'État. Et donc, dans cette logique-là, en 1986, on lance l'Uruguay Round, en fait, qui est encore dans le GATT, c'est un nouveau round du GATT, dans lequel on essaye d'abaisser les tarifs douaniers. Et c'est dans ce contexte-là, et là les S peuvent revenir parmi nous, même s'ils ont bien écouté avant, parce qu'ils savent qu'en histoire, il faut toujours savoir ce qui se passe avant.
En 1975, le G6, enfin à partir de 75, le G6 va se réunir chaque année. Alors le G6, c'est les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. À partir de 1976, le Canada intègre ce groupe au départ assez informel qui devient le G7. Forcément, l'effondrement de l'URSS en 1980, enfin à partir de 1989 et jusqu'en 1991, va entraîner une nouvelle période pour la gouvernance mondiale, marquée par la fin du monde bipolaire. Et donc on a véritablement une gouvernance mondialisée, on a véritablement la mondialisation qui va avoir un impact direct sur les économies de tous les pays, mais à côté de ça, le développement de crises extrêmement importantes. Il faut bien voir que dès 92, l'URSS vient de s'effondrer, la Russie entre au FMI. On a la création en 92 de l'Union européenne, puis 2 ans plus tard de l'ALENA pour l'Amérique du Nord. Et donc du coup, on se retrouve dans une situation où l'effondrement du modèle soviétique fait que tous les pays sont susceptibles d'intégrer cette espèce d'espace mondialisé de libre-échange. Et ça va se faire progressivement. En 1995, le GATT devient l'Organisation mondiale du commerce. En 1998, la Russie va intégrer le G7, qui va devenir à ce moment-là en tout cas le G8. Donc on a de plus en plus cette logique de gouvernance mondiale. En 2001, à Doha, au Qatar, il y a 145 pays qui se mettent d'accord pour un abaissement des tarifs douaniers. 145 pays, c'est absolument énorme. C'est vraiment des mesures de gouvernance mondiale qu'on trouve là. Il y a même la Chine qui rentre en 2001 dans l'OMC. Et finalement, la mondialisation, alors liée à l'effondrement de l'URSS, mais liée aussi au développement des nouvelles technologies d'information et de la communication, hein, je pense évidemment à Internet, ainsi qu'au développement des transports maritimes qui permettent à bas coût d'avoir des échanges d'un bout à l'autre de la planète. Tout cela fait que la mondialisation permet une gouvernance de plus en plus mondialisée. Cette gouvernance de plus en plus mondialisée, elle va se heurter à des crises d'une grande violence. La première crise de cette période-là, c'est la crise de 2000, hein, c'est le crash du Nasdaq. Le Nasdaq, c'est les indices boursiers des entreprises de haute technologie, c'est ce qu'on a appelé l'éclatement de la bulle Internet. Donc déjà, on commence à voir que l'interconnexion, l'interdépendance entre les États génère des crises de moins en moins nationales et de plus en plus internationales. Ça va nous conduire en 2007, 2007 où la crise des subprimes, ce qui est en fait une crise financière qui touche les prêts hypothécaires à risque aux États-Unis, va entraîner la faillite de la banque Lehman Brothers et surtout une énorme crise économique au niveau mondial qui dure jusqu'en 2010, mais dont on subit encore les conséquences aujourd'hui. Et du coup, pour éviter la faillite dans ce contexte de crise, les entreprises, les banques vont être obligées de faire appel aux États. Et donc, on a une remise en cause d'un modèle néolibéral dont les années 90 avaient pu laisser penser qu'il allait s'auto-réguler. Dans cette logique-là, aujourd'hui, l'économie mondialisée intègre de plus en plus de pays. La gouvernance mondiale est passée finalement, même s'il existe toujours, des mains du G7 à celle du G20. Le G20, il a été créé à l'initiative du Canada en 1999, après une violente crise économique financière en Asie. Et donc, ça regroupe les 20 premières économies mondiales. Et donc, en fait, on voit bien qu'une des difficultés de la gouvernance mondiale, mais ça, on va en reparler, c'est qu'il faut qu'une institution puisse s'affirmer, puisse être légitime pour prendre des décisions au niveau mondial. Et là, on voit qu'il y a finalement une multiplication des acteurs qui rend ça un peu difficile. Néanmoins, on est dans un contexte d'économie mondialisée où une gouvernance efficace au niveau mondial devient de plus en plus nécessaire. Alors, réussir l'épreuve. Réussir l'épreuve, c'est d'abord ne pas faire d'erreur. Très important ça. Vous avez 3 erreurs principales à éviter. D'abord la lecture partielle, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on travaille sur la gouvernance économique mondiale qu'il faut oublier tout ce qu'on sait par exemple sur l'Europe, qu'il faut oublier tout ce qu'on sait par exemple sur les États-Unis. À vous, et c'est là-dessus que vous gagnerez des points, de faire appel à des connaissances qui viennent de tel ou tel autre sujet pour éclairer celui-là. C'est pas parce qu'on parle d'économie que la géopolitique n'a plus d'importance ou c'est pas parce qu'on parle du monde que l'Union européenne, la Chine ou les États-Unis n'ont plus d'importance. Donc gardez toujours ça en tête. Comme d'habitude, ne vous perdez pas dans les détails. Vous n'êtes pas obligé de raconter minute par minute ce qui s'est passé à chacun des sommets du G6, puis du G7, puis du G8, puis du G7. À vous de faire sortir, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de cette vidéo et tout au long des vidéos que j'ai pu faire pour vous. J'ai essayé de faire ressortir les aspects essentiels. Vous ne serez pas noté sur des détails, vous serez noté sur votre capacité à réfléchir. C'est pour ça qu'il faut bien regarder ce que je dis au début dans l'essentiel. À quelles problématiques on répond, quels sont les termes qu'on doit interroger, sur lesquels on doit réfléchir. Et enfin, pas de déterminisme. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas faire comme si tout était évident. Il faut toujours essayer dans sa copie de bien montrer
que le monde est complexe, qu'il y a des réalités nuancées, que la crise des subprimes résulte aussi, au-delà du néolibéralisme, du contexte international, que l'économie dépend de la politique, que l'économie dépend de la société. Voilà. Essayez d'éviter les lectures simplistes, je le dis et je le répète. Alors, l'info en plus, une petite accroche qui nous vient de Pascal Lamy. Pascal Lamy, il était secrétaire général de l'OMC en 2010. Et en fait, il avait dit que pour que la gouvernance donc mondiale, économique mondiale, pour que la gouvernance marche, elle doit combiner leadership, cohérence et légitimité. Pour que la gouvernance marche, elle doit combiner leadership, cohérence et légitimité. Ça, c'est intéressant, parce que si on réfléchit bien, et là je reprends évidemment, mais pas suivre ceux de Pascal Lamy, en fait le G20 n'a pas de légitimité parce que c'est une réunion informelle qui est uniquement sur le fondement de réunir les 20 premières économies mondiales. Donc manque de légitimité, manque parfois un peu de cohérence, mais a clairement le leadership parce qu'il réunit les chefs d'État et donc des décisions importantes peuvent être prises au G20. A l'inverse, les autres institutions comme par exemple le FMI va avoir de la légitimité parce que c'est un système qui a été mis en place de façon mondiale avec un véritable contrôle, va avoir de la cohérence parce qu'il a été construit, ou la Banque mondiale ou l'OMC ont été construits pour ça, pour un objectif précis, mais dans le concert médiatique, le concert diplomatique, manque clairement de leadership. Et donc on voit bien ici que pour qu'une gouvernance mondiale s'affirme, il faut qu'elle soit à la croisée entre d'une part la légitimité, d'autre part la cohérence, et enfin le leadership. Est-ce que c'est un sujet attendu? Est-ce que c'est un sujet possible? Alors, en ES et en L, il est tout à fait possible que ce sujet tombe. En S, en revanche, il est très attendu. Il fait partie de ceux vraiment qu'on attend, de ceux dont personne ne serait surpris s'il tombait. Si ces sujets tombent, on reste sur du très classique. En ES et en L, ce sera la gouvernance économique mondiale depuis 1944. En S, ce sera la gouvernance économique mondiale depuis 1975. Je vous souhaite donc bon courage pour votre bac. Je pense que là, vous avez toutes les informations en tête. N'hésitez pas à aller vérifier un ou deux trucs que j'ai dit pour que ce soit bien clair. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. Normalement, avec ça, vous avez les grandes idées, vous avez les grandes évolutions, vous avez les dates essentielles, vous avez même une très jolie citation de Pascal Lamy qui devrait vous permettre de vous en sortir. Je vous souhaite bon courage, vous allez cartonner votre bac.